Salut, c'est Elsa, embarquez avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet. C'est tout de suite dans Quand la musique est bonne. Un podcast Fossa FM. Bienvenue dans un nouveau Quand la musique est bonne et aujourd'hui je reçois Sainte-Nicole. Comment vas-tu ? Oui, merci, ça va et toi ? Écoute, moi ça va toujours, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Alors j'aime commencer l'émission par une question. Quel est ton premier souvenir lié à la musique dont tu te souviens ? Un des premiers souvenirs vraiment forts reliés à la musique, c'est quand j'étais petite et que mes parents n'étaient pas encore rentrés du travail, la nounou venait de partir. Ma sœur potentiellement, je sais pas, était à la danse. J'étais toute seule à la maison pour quelques minutes. Et je mettais un CD au pif et je prenais mon ours en peluche, un panda qui était plus grand que moi. Et je dansais avec. Et c'est des moments de solitude et de joie parce que justement la musique m'accompagnait et à chaque fois c'était des vraies découvertes en fait. C'était très beau ces moments. J'ai beaucoup aimé. Alors déjà, j'aimerais savoir, est-ce que tu peux nous dire d'où vient ton nom de scène ? C'est vrai que j'aimais bien le fait que ça fasse penser à Sainte-Nitouche et par esprit de contradiction parce que mes morceaux sont pas des morceaux de Sainte-Nitouche. 2 grands modèles de vie, c'est mes 2 grands-mères, mes 2 Nicole, puisqu'elles s'appellent toutes les 2 Nicole et c'est pour ça que j'ai choisi ce nom d'artiste, Sainte-Nicole. Et c'est 2 modèles de vie extrêmement différents. C'est pour ça aussi que j'ai choisi ce nom d'artiste, c'est parce que comme je me pose pas mal de questions existentielles et de questions liées à ma place dans la société, finalement ma place je la cherche un petit peu entre ces 2 modèles qu'elles m'ont donnés. On est évidemment là pour parler musique, alors je te propose qu'on rentre direct dans le vif du sujet. Depuis quand est-ce que tu fais de la musique ? Je fais de la musique depuis quelques années, mais au départ j'étais pas destinée à faire ça. Je suis ingénieure et puis j'ai décidé de tout plaquer pour me lancer dans la musique et suivre ma passion. Je me suis installée à Paris après le Covid et là j'ai commencé à réfléchir et à mettre en place les bases du projet de Sainte-Nicole et j'ai monté mon équipe aussi. J'ai monté mon label, donc voilà, on peut dire que je suis artiste et entrepreneur. D'ailleurs, pour parler de ta musique, tu utilises le terme irrévérencieuse. Alors pourquoi irrévérencieuse ? Parce que dans mes morceaux, je me pose pas mal de questions par rapport à mon héritage familial, mon éducation, l'héritage de la société aussi, ce qu'on nous apprend à l'école, tout ça. Et voilà, du coup, j'aime bien mettre les choses en perspective, poser des questions, pas forcément apporter des réponses, et puis parfois mettre les pieds dans le plat et parler de sujets qui peuvent être un peu tabous. Moi, donc, c'est vraiment de la pop électro, et en fait, pour créer cette EP et chercher mon ADN musical, ça m'a pris un petit peu de temps pour m'émanciper du jazz qui à la base est vraiment ma culture musicale. Et puis je me suis tournée vers les musiques qui me faisaient danser en soirée. Donc par exemple, il y a Mylène Farmer. Voilà. Oui. Mylène Farmer, c'est vrai que c'était une artiste qui était pas forcément très valorisée dans ma famille, mais moi je me suis rendu compte que j'adorais, typiquement le titre Désenchantée, j'aurais adoré écrire ce morceau, je le trouve incroyable. C'est l'hymne d'une génération et il y a quelque chose d'à la fois doux, de léger et en même temps de profond. Et du coup, s'il y a bien une artiste à laquelle je vais me référer le plus, ça va être Mylène Farmer. Après, dans mes influences, j'adore la production vocale de Billie Eilish, et les arrangements, je les trouve incroyables. Et ensuite pour composer, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des références. Du coup, je vais toujours chercher des morceaux de référence, mais dans des univers qui peuvent être assez variés. Ça peut être du Marilyn Manson, comme du Britney Spears, comme du Tom Misch. Alors ton premier EP, il s'appelle Vanité, et c'est aussi d'ailleurs le titre avec lequel on t'a découverte. Pourquoi est-ce que tu as choisi de ce titre-là pour te présenter ? Je peux plus respirer, je veux que personne pense pour moi. De l'air pour m'évader, liberté c'est jouer de moi. De l'air, je vais suffoquer, je suis vidée sans émoi. De l'air, passion m'a quitté, les écrans ont d'être ça.
j'ai choisi celui-ci parce que dans ce morceau, je me présente, c'est un peu un autoclash. Et en fait, Vanité, c'est pour me rappeler les raisons pour lesquelles je fais de la musique. Quand on lance son projet, qu'on est à la recherche de conseils, d'entourage, il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas de musique, mais qui parlent de comment faire un son qui marche, comment percer, comment, je sais pas, le fait qu'il faut devenir, qu'il faut avoir du succès sur les réseaux sociaux avant de sortir quoi que ce soit. Et en fait, je me suis dit, mais moi, je veux pas faire de la musique juste pour plaire ou pour avoir la fame. Pour moi, ça a pas de sens. Et ça, c'est ce que j'appelle du coup la vanité. Et finalement, donc je me suis pas mal questionnée par rapport sur pourquoi je fais ça, parce que c'est vrai que c'est étrange de faire de la musique, c'est très bizarre. C'est vrai que j'aime bien me poser des questions. Donc c'est pas juste une crise existentielle passagère, je crois que ça fait vraiment partie de moi. J'aime bien poser des questions sans y apporter forcément de réponse, sans être face à des contradicteurs. Et du coup, c'est vrai que la musique, pour ça, c'est génial, parce que quand on est sur scène, on a un espace à soi, on peut, c'est un espace de liberté immense, s'exprimer librement, sans polisser son discours, sans faire plaisir à qui que ce soit. Et donc du coup, dans cette EP Vanité, je parle de ma quête en tant que personne, ma place dans la société, aussi sexuellement, où j'en suis. Je parle donc de mes expériences. Je parle aussi des modèles que j'ai et ceux que j'aurais aimé avoir. Ce titre-là, il a même un clip où tu as un voile blanc qui t'accompagne. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi un voile blanc? Alors oui, c'était une de mes idées. En fait, mes équipes de production, pour l'instant, ça reste des toutes petites équipes puisque je suis en autoproduction. Oui. Et donc, en fait, dans ce morceau, je parle des normes, des cases et du fait que je me suis rendu compte qu'en quittant ma vie d'ingénieur, en fait, j'étais passée d'une case à une autre parce que je pensais trouver dans la musique plus de liberté, et puis je me suis rendu compte que j'étais quand même passée d'une industrie à une autre qui est aussi normée avec ses codes, et que les codes je les avais pas forcément. Et donc voilà, donc cette question du formatage, elle m'obsède et donc j'avais envie de montrer dans le clip des gens dans des cases. Et c'est vrai que j'adore voir en soirée, par exemple, les gens, chacun a son petit move, tout ça. Et donc j'imaginais des personnes faire les mêmes mouvements, et puis tout d'un coup, quelqu'un sortir du lot, faire des mouvements un peu plus fous, et puis ensuite rentrer dans le rang. Et au départ, j'imaginais ces cases à la verticale. Et donc j'ai rencontré au Cancan Pigalle, réalisateur qui s'appelle Cédric Leprêtre, qui a réalisé tous les clips de Keys, un groupe de musique que j'ai programmé au Cancan, KIZ, et leurs clips sont magnifiques. Et puis je me suis très bien entendue avec lui. Et voilà, il m'a dit que lui, de temps en temps, il réalisait des clips vraiment pour le plaisir, pour booster sa créativité. Suite à notre rencontre, je l'ai chassé pendant 1 mois et demi pour le rencontrer de nouveau et lui proposer ce projet. Et il a été complètement emballé, et il m'a dit allez, on y va. Du coup, ça veut dire aussi lui avec toutes ses équipes. Et puis là, on a réfléchi ensemble au scénario. Lui, il me disait qu'il trouverait ça intéressant de voir ces cases du dessus, avec des plans filmés en top shot du coup. Donc voilà, on est parti de cette idée de base, et aussi on s'est demandé comment faire figurer ces cases, et donc on a pensé à des lumières, des néons. Et donc ensuite il a fallu trouver un lieu, parce que forcément on avait des contraintes techniques importantes pour pouvoir filmer de dessus. Donc il fallait un espace suffisamment grand, avec des balcons, ou bien il fallait louer des grues. Et donc avec son assistante, donc l'assistante réelle, a trouvé le lieu. En fait, c'est un temple. Quand on a visité le lieu, on se disait waouh, ok, faut le faire là. À partir de là, c'était lancé. Donc le tournage a eu lieu sur une nuit. Donc, toutes les scènes du temple, elles ont été tournées une nuit, et il y a des scènes d'une cage qui elles ont été tournées une après-midi, le même week-end. Donc voilà, donc c'était un gros challenge, parce que pour avoir un
un effet intéressant, il fallait un effet de masse. Et du coup, moi, il m'a fallu trouver une trentaine de figurants qui voulaient bien tourner une nuit. Et en plus, c'était l'été, quasiment tous mes potes qui étaient en vacances. Donc ouais, c'était un petit challenge, mais c'était super intéressant parce que à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais des vrais gens qui sont là et qui sont actifs, engagés, et ça m'a permis en fait de rencontrer aussi plein de personnes. Et ça, c'était génial. Donc c'était un travail énorme parce que pour le coup j'étais toute seule à la production, à la régie, au casting, au stylisme, mais ça valait le coup et ça m'a donné beaucoup d'énergie, et ça m'a montré aussi que finalement mon rôle en tant qu'artiste c'était d'avoir une vision vraiment forte et pour que des gens derrière y adhèrent. Je sais pas si tu connais la danseuse Loie Fuller. Elle a été très connue dans les années 30. Début 1900. Et donc elle a inventé une danse qui s'appelle la danse serpentine, où elle était donc vêtue de grands voiles. Et puis c'était une femme incroyable, chef d'entreprise qui avait une trentaine de techniciens, qui a apporté la lumière dans les théâtres, qui a monté toute sa troupe, qui a fait découvrir aussi Isadora Duncan. Lui est plus connu qu'elle. Et du coup, elle a cette danse avec ses voiles. Et en fait, je trouve ça hyper beau. Ça donne une impression de légèreté. Et c'est vrai que dans le refrain, je dis de l'air. Voilà, j'ai vraiment besoin de légèreté. Donc, je voulais montrer cette légèreté à l'image. Et du coup, je me suis dit que avoir un vêtement comme ça avec une sorte de cape, de voile, ça me permettrait dans des mouvements de danse d'apporter cette légèreté. Et à côté de ça, ça donnait aussi un côté un peu prêtresse, un peu mystérieux et solennel, qui colle bien avec le morceau et aussi avec le lieu. Toi, t'es une femme très engagée dans ton art et même en général. Oui, c'est vrai que je suis engagée, et au quotidien, j'essaie avec le Cancan Pigalle de créer notamment des synergies entre femmes artistes et de me défaire de cet esprit de compétition qu'on nous inculque pour me mettre dans un esprit de collaboration. Après, j'aime bien dénoncer mais sans pointer du doigt qui que ce soit. S'il faut que je pointe du doigt quelqu'un, ce serait plutôt moi. Mais voilà, plutôt poser des questions, prendre du recul sur les choses et essayer de proposer une autre vision. Alors je te propose qu'on écoute le titre Les filles qui parlent fort et on en parle juste après. Avec grand plaisir. Pourquoi dis-toi être belle? Dis-le-moi, toi, puisqu'on t'appelle, toi, neutre et sentinelle. Moi, en demoiselle. Pourquoi? Moi, je m'en fous. Et toi? J'aime les filles qui parlent fort, celles qui dérangent. J'aime les filles qui rêvent fort et sont étranges. J'aime les filles qui j'aime les filles qui pourquoi dis-toi être calme? Dis-le-moi, toi qui décerne les palmes. Moi qui me casse de la salle. Pourquoi? Moi, je m'en fous de toi. J'aime les filles qui parlent fort, celles qui dérangent. J'aime les filles qui rêvent fort et sont étranges. J'aime les filles qui j'aime
C'était le titre Les filles qui parlent fort de Sainte-Nicole qui est à mes côtés aujourd'hui pour ce Quand la musique est bonne. Un titre dans lequel tu parles entre autres de l'affaire Oshi. Ah bah oui, bien vu. Effectivement. Donc je sais pas si tout le monde se souvient de cette affaire, mais donc en gros, un journaliste disait que pour faire de la musique, il fallait être sublime et que les artistes qui ne l'étaient pas feraient mieux de donner leurs morceaux à des personnes sublimes, hommes et femmes. Tout le monde en a pris pour son grade et il a pris l'exemple d'Oshi. Il a dit voilà, Oshi, elle est monstrueuse, personne voudrait mettre un poster d'elle dans sa chambre. Elle ferait mieux de donner ses chansons à des filles sublimes. Évidemment, quand j'ai entendu ça, ça m'a fait un peu tiquer. Et ce jour-là, j'avais booké dans mon agenda une session d'écriture et donc j'ai écrit là-dessus. Et donc je parle de voilà, dans les couplets, je prends de la distance avec les injonctions. Pourquoi il faut être belle, pourquoi il faut être calme. Et dans les refrains, je rends hommage aux personnes qui me montrent le chemin, les personnes qui osent s'affirmer, qui osent parler, qui osent se montrer et suivre leurs convictions. Donc, voilà, dans le premier couplet, ça parle de l'affaire Oshi. Dans le deuxième, ça parle de Adèle Haenel qui se casse de la cérémonie des Césars. Et voilà, donc c'est un morceau qui est assez important pour moi et qui a été assez nouveau aussi en termes d'écriture parce que vraiment je me suis contrainte à limiter le nombre de mots que j'utilisais et que chaque mot soit fort et un sens. Et je voulais que musicalement, en fait, ce soit assez attractif, dansant, léger, mais que si on écoute les paroles et que si on gratte le vernis, on se rend compte qu'il y a une vraie réflexion derrière. Ce titre-là aussi, il a un clip qui est disponible sur YouTube. Quelle a été l'envie de départ ? On a envie de réécrire des passages de la mythologie, de contes de fées. Et l'idée, c'est de questionner l'histoire de nos représentations et d'en proposer une autre version qui nous inspire un petit peu plus. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu as pensé, toi, du discours de Gilles Godrèche ? De toute façon, toutes ces prises de parole, elles sont tellement poignantes et intelligentes et sensibles. Et elle a été accueillie par une standing ovation et elle le mérite tellement. Et c'est vrai on pourrait se dire qu'elle vient un petit peu à retardement, quoi, après toute cette vague de libération de la parole, etc. Mais je sais pas, c'est fait d'une façon aussi. Elle fait ça avec beaucoup de sérénité et de lumière et je trouve ça très beau à voir et ça fait plaisir aussi de voir que enfin sa parole elle est reçue quand même avec beaucoup de bienveillance globalement et donc voilà, j'ai l'impression que les choses sont quand même en train de changer et ça fait plaisir. On va parler un peu plus de toi. Ton EP Vanité sorti il y a tout juste quelques jours. Oui, je suis trop contente. Qu'est-ce que ça fait de sortir un projet sur lequel tu travailles depuis plusieurs années maintenant ? Ouais, c'est aussi une forme de soulagement et en même temps un vide et en même temps pas vraiment un vide parce que je suis évidemment déjà en train de travailler sur ce qui viendra après. Je dirais que là, la sortie de cette EP, finalement, je l'ai faite de façon assez sereine, mais c'est quand j'ai sorti mon tout premier single que je me sentais vraiment très fébrile parce que je voyais ça un peu comme une sorte de coming out artistique aussi et puis je savais pas du tout comment ça allait être reçu et en fait il y a tellement de bonnes nouvelles en ce moment autour du projet et je me sens tellement bien dans ce que je fais, tellement à ma place que finalement là l'EP il sort d'une façon assez naturelle. C'est pas comme c'est plus tant que ça un événement dans ma vie parce que c'est devenu finalement ma norme de sortir des choses et donc j'en suis juste extrêmement contente parce que ça fait du bien de se sentir à sa place et de pouvoir partager des choses qui ont du sens pour nous. D'ailleurs, donc ton EP Vanité est sorti. Il était accompagné d'un clip pour le titre Amertume, un titre qui est à la fois sombre et lumineux. Finalement, c'est ce que tu montres dans le clip réalisé par Cédric Le Prêtre. Ouais, c'est un titre qui
qui est assez sombre, effectivement. En fait, il fait état d'une prise de conscience, ce moment où on se demande si on n'est pas passé à côté de sa vie, où on revoit toutes nos potentialités quand on était jeune et où en fait on se rend compte qu'on a peut-être manqué de courage et que on n'a pas forcément pris les bonnes décisions et que l'horloge tourne. Et donc c'est assez terrifiant en fait d'avoir cette prise de conscience, et j'imagine que malheureusement c'est une prise de conscience qui est partagée globalement quand même par le commun des mortels, et le clip met en image ça avec beaucoup de poésie, parce que Cédric Leprêtre, il a vraiment un œil artistique dont je suis absolument fan, et je suis tellement contente qu'on ait retravaillé ensemble, parce que c'est lui qui avait aussi réalisé le clip du titre Vanité. Et puis on l'a fait avec moins de moyens humains que le précédent. C'était vraiment en petit comité, et puis comme en fait dans le clip, c'est comme si on rentrait un petit peu dans ma tête, c'est une sorte de cauchemar avec des flashbacks et ça nécessitait finalement aussi une installation un petit peu plus réduite. Il y a quelque chose d'un peu confiné, d'un peu angoissant, et effectivement à la fin il y a de la lumière comme dans la chanson aussi. Est-ce que cette lumière c'est le symbole de ta position, en tout cas en disant oui, j'ai pris la bonne décision? Oui, c'est vrai qu'il y a de ça. Et après, globalement, parce que dans la vie, je suis quelqu'un de très optimiste, et que le pendant de ça, c'est que pendant plusieurs années, enfin pendant longtemps, j'ai eu tendance à un petit peu mettre les choses qui me gênaient sous le tapis, à pas vraiment les regarder en face, et finalement à m'enfermer dans une vie qui me correspondait pas totalement, mais j'avais pas vraiment l'impression d'en souffrir au quotidien, parce que j'ai tendance à me concentrer quand même vachement sur le positif, mais finalement j'ignorais une partie de moi-même, et globalement tout cet EP c'est aussi une forme de développement, d'un chemin de développement personnel, et la musique, le projet Sainte Nicole, cette EP m'ont permis vraiment de connecter aussi avec mes parties les plus sombres, et de me confronter en fait avec des émotions dites négatives, mais qui sont juste normales et humaines et nécessaires en fait pour apprécier la vie dans son entièreté. Donc voilà, il y a de l'ombre et il y a de la lumière, il y a les deux. Et dans cette EP aussi, tu parles d'amour, tu en parles de plusieurs manières différentes, par exemple dans Vie sous vertu ou dans Maître. Tu parles toujours de ce que tu as vécu? Oui, je parle toujours de ce que j'ai vécu. Mais justement, en fait, d'ailleurs, mon écriture a changé au moment de ma prise de conscience féministe. À un moment, en fait, où je me suis rendu compte que moi, j'avais baigné complètement dans un male gaze, et que les premiers textes d'amour que j'écrivais, l'objet aimé était toujours une femme. Et je me demandais, mais c'est bizarre, est-ce que c'est ma part d'homosexualité qui s'exprime, ou est-ce que c'est par narcissisme? Mais en fait, cette femme, c'est moi. Et finalement, je me suis rendu compte a posteriori que c'était juste de la pure reproduction de ce que je lisais, voyais, entendais. Et du haut de mes 16-17 ans, j'avais l'impression d'être une grande poétesse, mais en fait, je faisais un peu que de la recopie, quoi, à ma manière. Et du coup, voilà, cette prise de conscience m'a aussi amenée à faire un effort de vérité vis-à-vis de moi-même, un effort d'authenticité dans mon écriture, et à vraiment parler exclusivement d'expériences vécues, de sensations vécues, et pour développer finalement une écriture personnelle, et aussi offrir un regard un peu neuf et des nouvelles représentations. Parce que finalement, plus on est personnel, plus on est universel aussi, plus on peut parler aux gens. Et donc c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire à travers cette EP. Est-ce que tu sais à quel moment tu comprends que tu es féministe? Qu'est-ce qui déclenche en toi le fait d'être féministe? Ouais, c'est assez clair en fait ce moment-là. C'est à la fin de mes études d'ingénieur. Je passe des entretiens pour
l'agence luxembourgeoise pour le développement rural. À ce moment-là, en fait, je rentrais de Birmanie. J'avais fait 6 mois là-bas et je voulais retourner là-bas pour travailler dans le développement rural. Et j'avais rencontré du coup des personnes du LuxDev et c'était eux en fait qui étaient allés me chercher pour que je travaille un projet de développement. Et ils m'avaient mis en relation avec une personne qui avait travaillé avec eux avant, qui était aussi ingénieure et qui avait travaillé sur des projets similaires. Et puis, j'avais pu échanger avec cette personne. Et voilà, il m'avait dit en gros à peu près sa rémunération, ses conditions de travail, etc. Et en fait, quand j'ai échangé du coup avec les recruteurs et qui m'ont demandé mes prétentions salariales, bah, j'ai donné voilà des trucs vraiment dans la fourchette moyenne. Et là tout de suite, ils étaient là. Ah mais non, mais pas du tout. Et en fait, ils ont commencé à avoir un discours où en fait, je me suis rendu compte qu'ils ne me prenaient absolument pas au sérieux. Parce que j'étais une femme et à comparer ce qui était pas comparable et ça m'a vraiment mis en colère. Et à ce moment-là, j'ai appelé, enfin c'était aussi une période voilà où avec mes amis on était toutes et tous en train de finir nos études et le constat était vraiment amer, c'était la douche froide et on s'est rendu compte les meufs qu'on n'était pas prises au sérieux et du coup en discutant avec des amis bah, c'était vraiment une ribambelle d'anecdotes comme ça mais qui était assez choquante. Pour donner peut-être un truc un petit peu plus précis qui était vraiment choquant, j'ai été prof pendant 1 an en transition entre ingénieur et artiste et quand je suis arrivée au lycée que je me suis présentée au CPE pour dire voilà bonjour je suis la nouvelle prof de physique chimie, il m'a regardé de la tête aux pieds, il m'a dit ah mais non tu peux pas être prof de physique chimie, toi tu dois être prof de dessin. Voilà. Et en fait des trucs comme ça mais j'en ai eu vraiment à l'appel et donc ça a été une vraie claque dans ma figure parce que pendant toutes mes études en fait le fait d'être une femme ça a jamais été ça m'a jamais empêché de quoi que ce soit, au contraire c'était plutôt cool parce que j'étais une exception. Ouais. Et c'est plutôt sympa, exceptionnel en fait mais par contre ouais c'est vraiment en rentrant sur le marché du travail que je me suis rendu compte que le mot sexisme c'était pas un mot suranné qui datait des années 80 et que en fait le combat féministe il devait encore être présent. Et puis après il y a eu MeToo mais du coup ça c'était avant MeToo et du coup je suis rentrée dans une phase où vraiment j'arrivais plus à lire un livre, à regarder un film, à regarder une émission de télé sans être tout d'un coup en fait voir tout un tas d'éléments sexistes que avant j'avais jamais remarqué et donc ça a été vraiment le début de ma déconstruction, on va dire. Et justement toi en plus toi qui évolues dans le monde de la musique, évidemment, je crois qu'en fait, il n'y a pas de monde pire l'un que l'autre, mais toi, tu as mis aussi en place le Cancan en Pigalle. Enfin, oui. Le Cancan. Et il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui s'y produisent. Ouais, en fait, disons que le fait de m'entourer de femmes a été vraiment à la base de mon projet artistique parce que au moment du coup où j'ai choisi de faire de la musique c'était le moment aussi où j'étais en pleine déconstruction et où je ressentais le besoin du coup de m'entourer de femmes et puis donc un ami a ouvert le Cancan Pigalle et m'a demandé si j'étais intéressée pour mettre en place une programmation musicale et en fait c'était pendant encore la période de fermeture liée au Covid. Mais par contre, on pouvait encore aller travailler, etc. Enfin, voilà, c'est juste le lieu était fermé, mais on pouvait quand même y faire des choses. Et du coup, j'avais mis en place des ateliers de co-coaching scénique entre artistes femmes, où on se retrouvait à plusieurs sur une journée et on se coachait mutuellement sur nos prestations scéniques. Et c'est la première fois en fait que je me suis retrouvée à travailler qu'avec des femmes, parce qu'avant j'étais que dans des milieux d'hommes. Et là, ça a été vraiment une révélation et je me suis dit mais c'est dingue en fait. Elle vient d'où cette idée reçue selon laquelle on est des harpies entre nous? Enfin, c'est tellement faux. C'était une expérience tellement magique.
Et du coup, je me suis entourée en fait de beaucoup de femmes artistes avec qui on s'entraide vraiment au quotidien. Il y a Isia Marie dont on a parlé juste avant. Il y a aussi Reb, Londe, et puis il y en a plein d'autres. Mais du coup, ouais, le Cancan Pigalle, l'ADN du lieu, elle repose déjà sur l'ADN du lieu repose déjà sur ces co-coaching scéniques entre artistes femmes. Et donc, c'est vrai que c'est un lieu où les femmes se sentent vraiment les bienvenues. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'organise des open mic une fois par mois là-bas. Et un jour, à un open mic, il y a un mec qui est venu me voir et qui m'a dit est-ce que je peux postuler à la programmation ou est-ce que c'est que pour les femmes? Et j'ai trouvé ça hyper intéressant en fait comme remarque, parce que là il venait de verbaliser ce que nous on va ressentir parfois sans s'en rendre compte, tu vois, et du coup on va s'empêcher de postuler à certaines choses parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas vraiment les bienvenus. Donc ouais, j'ai trouvé ça hyper intéressant, et évidemment c'est hyper inclusif, c'est ouvert aussi aux hommes, mais c'est vrai que la programmation est majoritairement féminine parce que aussi je reçois majoritairement des demandes de femmes artistes. Tu as aussi un titre qui s'appelle Viva la vulva, qui a une histoire même un peu spéciale. Est-ce que tu peux nous la raconter? Je dis non pour me dire oui. Viva la vulva, je me trouve très jolie. Viva la vulva. Je l'ai composé pour un festival genevois qui m'avait passé une commande l'année dernière, et finalement j'ai décidé de le sortir pour les 1 an du festival, et aussi parce que ce titre m'a fait beaucoup de bien. Ouais. Et je me rends compte aussi en concert que il a de l'impact, et souvent les gens me demandent quand est-ce qu'il va sortir, tout ça. Donc voilà, j'ai décidé de le mettre en ligne. Mais quelle était la commande exactement du coup avant que tu crées ce titre? Alors en fait c'est un festival qui s'appelle Viva la vulva, ouais. Dont la première édition a eu lieu l'année dernière à Genève, dans un endroit génial qui s'appelle le Bain des Paquis. Et l'idée du festival, c'était de normaliser la représentation du sexe féminin dans l'espace public, et aussi d'éduquer, de sensibiliser. Et c'était un événement très joyeux avec des conférences, des jeux, des dessins de partout. Voilà, dans un espace qui est populaire à Genève et qui rassemble beaucoup de monde, beaucoup de gens d'horizons différents. Et vraiment, 10 jours avant le festival, l'organisatrice du festival m'a contactée pour me demander de composer l'hymne du festival. Et donc j'avais très peu de temps pour le faire. Ouais. Et du coup, je me suis dit que, j'avais pas le temps de collaborer avec des gens, parce que c'est vrai que là, sur les titres de mon EP, donc j'écris, je compose et je coproduis, mais je suis pas seule à la production musicale. Et là, pour ce titre, j'avais clairement pas le temps de collaborer avec mon équipe. Et du coup, j'ai fait ça toute seule de A à Z. Et en fait, ça m'a démontré que voilà, j'étais capable de faire aussi les choses toute seule. C'était aussi une expérience en soi d'empowerment. Ouais, carrément, sacré défi. Ouais, et puis à côté de ça, ce titre pour moi, il a aussi vachement de sens, parce que je me souviens, j'avais 26 ans, je crois, et je déambulais dans les rues de Paris, et je voyais des affiches avec écrit, avec une forme bizarre et écrit dessus "This is not a bretzel", et je me disais mais c'est quoi alors ce truc? Et je sais pas si tu vois de quoi je parle. Bien sûr. Ouais. Et du coup, quand j'ai appris que c'était un clitoris, j'étais hyper choquée, tu vois, d'apprendre si tard entre guillemets à quoi ça ressemblait, quoi. Moi, je pensais que c'était un petit bouton de rose, voilà. Et en fait, c'est beaucoup plus fat que ça. Et du coup, là, je me suis pris de passion pour l'histoire du clitoris. Et finalement, je me suis rendu compte que mon ignorance, elle était largement partagée et aussi entretenue par la société, qui finalement a peur du plaisir féminin, a peur du sexe féminin, le met sous clé. Et tu sais, il y a cette espèce de croyance selon laquelle le plaisir féminin est très mystérieux et compliqué. Ouais. Mais en fait, pas du tout. C'est juste qu'on s'y intéresse pas. C'est ça. Finalement, les choses sont très simples quand on les regarde. Et tu vois, c'est assez dingue, parce que dans les études de médecine, dans les études de sexologie, typiquement, le clitoris est absent. C'est vrai.
Donc c'est un truc de fou. Il y a une adolescente sur 4 de 15 ans qui sait pas ce que c'est. Donc voilà. Et là, bah du coup, c'est pas que ce morceau, il est pas que sur le clitoris, il est sur la vulve en général. Et voilà. Et c'est vrai que le mot vulve, moi, je l'ai quasiment pas entendu. Enfin, je sais pas, quand j'étais ado et tout, on parlait jamais de ça. Et puis il y avait vachement de tabous. Enfin, la parole liée au sexe, elle était clairement accaparée par les hommes. Bien sûr, et puis je sais pas, il y avait un peu cette idée que pour les femmes, c'était sale. Et voilà. Et du coup, je me dis que si je peux contribuer à rendre le sexe, enfin, comment dire, le fait de parler du sexe féminin plus normal et plus joyeux, et tu vois, et à le libérer aussi de la notion de souillure qui est attachée, voilà, au sexe féminin. Et ben, je me dis que j'aurais rempli une mission assez cool. Et du coup, tu parles du dessin tout à l'heure, qui t'a interpellé quand t'étais dans les rues de Paris, justement. Et la pochette de ton album, c'est une illustration. Est-ce que du coup, parce que d'habitude tu te mets en scène, on te voit toi, et là sur ce single-là, c'est de l'illustration. Est-ce que ça vient du fait parce que ça t'a interpellé par une illustration, ou juste parce que tu trouvais qu'une illustration qui était plus parlante, c'était plus percutant, ou les deux? Ouais, en fait, comment dire, pour moi, ce titre, il est pas vraiment pour moi. C'est plus comme un titre qui est comme une mission, tu vois, qui m'a été donnée, et du coup, avec une illustration, je me disais que ça allait être plus universel. Et voilà, c'est vrai que ça sort un petit peu du cadre de la musique que je fais habituellement, et du cadre de mon EP qui sortira dans les prochains mois. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que tout de suite j'ai pensé à une illustration, et pour l'illustration, qui d'ailleurs a été réalisée par Vanessa Kyrie, qui est une illustratrice vraiment très talentueuse, je me suis demandé aussi qu'est-ce qu'on pouvait montrer, sachant que voilà, c'est vrai qu'un pénis, tu vois, on sait le dessiner très facilement, et d'ailleurs sur à peu près toutes les tables d'école, t'as des pénis qui sont dessinés. Bien sûr, ouais, c'est ça. Mais du coup, la vulve, le sexe féminin, comment on le dessine? Alors il y a des représentations soit du dessous, soit du dessus, de face, tout ça, et en allant rechercher un petit peu des images, notamment dans des images je suis allée rechercher, tu vois, des photos de grottes préhistoriques, tout ça. Quand est-ce que le sexe féminin finalement était représenté pour les premières fois? Et en fait, il se trouve que à l'époque préhistorique, il était énormément représenté. Et du coup, il y a cette espèce de triangle inversé qui est très présent. Et du coup, voilà, on s'est inspiré d'une image, d'une photo que j'ai trouvée, donc qui a été prise dans une grotte, pour partir de la forme de base. Et tu disais aussi que il ressemble, enfin c'est ton titre, mais il ressemblait pas forcément à ce qu'on connaissait un peu de toi. Et d'ailleurs même j'ai entendu une voix que je n'avais pas encore entendue de toi, de manière de chanter, de poser ta voix que j'avais pas entendue, beaucoup plus aiguë en tout cas que d'habitude. C'est vrai? Ah oui, d'accord. Ouais, peut-être. Je sais pas, c'est vrai que j'ai pris j'ai pris des libertés avec ce titre, sachant que voilà, il sort un petit peu, comme je te disais, de la stratégie de l'EP, et que aussi pour le titre, j'ai enregistré des enfants qu'on entend dans des chœurs. Ok, ouais. Et voilà, et c'est vrai qu'en termes d'esthétique, je me suis laissée aller à quelque chose, peut-être je sais pas, il y a peut-être un côté un petit peu plus enfantin aussi, je trouve, dans cette musique, mais qui va avec le fait que c'est un morceau qui est destiné aux jeunes, en fait. Ouais. Aux enfants, aux ados, à toutes les générations. Mais voilà, je voulais pas qu'il soit marqué d'une esthétique trop Sainte-Nicole, entre guillemets. Oui, tu voulais qu'il soit peut-être un peu plus universel que ton univers, déjà l'est. Oui, voilà, exactement. Est-ce que je peux me permettre de dire que finalement ce titre-là, c'est un titre pensé par une femme et presque fait pour les femmes? Ouais, c'est un titre qui est assez joyeux. Enfin, en fait, qui fait
de base le constat un peu amer que voilà, on a tendance en tant que femme, surtout en tant que jeune femme, d'avoir honte de son corps, d'avoir honte de son sexe. Et l'idée, c'est de partir de ce constat amer et de transformer ça en quelque chose de beau. Dans le titre, il y a aussi la notion de sororité qui se dégage, parce que c'est aussi en discutant en fait avec ses amis que on peut se mettre à mieux connaître son corps, à se l'approprier, et à en être fier. Et voilà, donc c'est vrai que je me dis que le matin, pour bien commencer la journée et avoir la pêche et se sentir forte, c'est pas mal. Mais de toute façon, la sororité, c'est quand même un thème assez récurrent dans toutes les chansons. Est-ce que ça le sera pour les prochaines? Alors, pas tous les morceaux parlent de sororité, parce qu'il y en a qui parlent vraiment d'autres choses. Mais en tout cas, il y a ça qui est en toile de fond et dans ma musique, mais aussi globalement dans le développement de mon projet, dans la façon dans mon entourage, dans ma stratégie de développement. Bon, c'est quand il y a quelque chose qui nous habite, que ça soit plus ou moins représenté dans ce que tu fais dans ton projet Sainte-Nicole ou pas, parce que de toute façon, des fois, on peut pas parler toujours de la même chose au premier plan, mais ça y est, aux autres, quand on lit un peu les choses, de toute façon, c'est aussi parce que c'est quelque chose qui te parle et qui reste important pour toi à parler, et parce tant qu'on faut en parler de toute façon pour que certaines choses changent, comme tu dis dans les filles qui parlent fort, par exemple, quoi. Ouais. On a beaucoup parlé de ton travail, mais tu fais aussi parfois des collaborations, comme par exemple avec Isia Marie, que l'on a reçue il y a quelques semaines, avec laquelle tu as imaginé une réécriture d'un tube de Lio, Banana Split. Ouais, en fait, c'est une amie artiste que j'aime énormément et pour qui j'ai beaucoup d'admiration, et qui m'a invitée en fait à faire une reprise du titre Banana Split de Lio, qui était un titre quand j'étais enfant, ado, que je chantais avec beaucoup de plaisir, et puis finalement, après avoir vu aussi des interviews de Lio, Isia Marie travaille actuellement avec Lio sur l'écriture des chansons de son prochain album. Elle m'a fait prendre conscience que en fait c'était quand même un appel à la pédocriminalité, cette chanson, d'une façon totalement voilée, mais que Lio même aujourd'hui était pas du tout raccord en fait avec cette chanson, et que déjà elle l'assumait pas, et puis qu'elle avait aussi pas mal de colère envers l'entourage, son entourage de l'époque, et donc en fait l'idée avec Isia Marie, c'était de réécrire le texte pour l'adapter à la période d'aujourd'hui, qui est placée sous le signe quand même de la déconstruction et de la reconstruction en fait de quelque chose d'autre, et on s'est vraiment énormément marré, à la fois dans l'écriture du texte et aussi dans le clip, parce que vous allez voir, mais c'est un délire, c'est n'importe quoi, c'est très drôle. Franchement, quand j'ai reçu le montage, j'ai explosé de rire. J'ai trop hâte. On parlait de collaboration et t'en as fait une dernièrement. Parfait pour la saison estivale qui arrive, alors, aux côtés de Super Plage. Écoute, je te propose qu'on se quitte avec ce titre. Et puis, je te donne rendez-vous le 21 juin pour la fête de la musique. Mais avant qu'on se quitte, je voulais savoir, qu'est-ce que toi, tu dirais à la petite Océane, si tu voulais lui parler? Je lui dirais qu'elle n'est pas obligée de tout le temps chercher à faire plaisir, qu'elle a le droit de s'écouter et de suivre vraiment ce qui la fait vibrer. Ouais. Et puis que ça va aller, quoi. Que ça va être un petit peu plus compliqué que ce qu'elle pense, mais que ça va aller et que la vie est belle. Merci beaucoup Sainte-Nicole. Eh bien, on se retrouve le 21 juin, place du Château, pour cette première fête de la musique avec Fossa FM et la ville de Fos-sur-Mer. Et puis en attendant, on se quitte sur la collaboration que tu as fait avec Super Plage. Avec grand plaisir. Merci à toi pour l'invitation. C'est toujours un bonheur d'être sur Fossa FM. Juste qu'on soit bien
entrelaisser nos chemins. Pourquoi vouloir toujours faire trop compliqué? Moi je me faisais pas d'histoire, mais y en a toujours avec toi. Je sais bien qu'il ne faut jamais voir trop loin. Je voulais pas de combat, mais pourquoi on se rend là chaque fois? Je ne prends jamais le temps, je ne prends jamais de risques, je ne rentre pas très tard. Je fais une chose à la fois, toujours